Ça se discute, s'ouvre à présent, mesdames et messieurs. Merci d'être des nôtres. Nous allons donc aborder l'actualité de sujets comme cela se passe tous les soirs ici, du lundi au vendredi. Et pour ce lundi 27 mars 2023, nous avons sur le plateau Julio Tometti. Bonsoir Julio. Bonsoir Théodule, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs qui nous suivent. Très bien, merci d'être là. Julio Tometti, je rappelle qu'il est juriste, analyste politique. Également sur ce plateau, Francis Eloge Tadé. Bonsoir, M. Tadé. Bonsoir, Théodule. Merci d'être là. C'est un plaisir. C'est moi qui suis ravi. Très bien. Francis Eloge Tadé, expert électoral, expert en communication et puis analyste politique. Et puis le troisième avec nous, Iris Guégan. Bonsoir, Iris. Bonsoir, Théodule. Bonsoir, le plateau. Bonsoir aux amis téléspectateurs déjà câblés. E-Télé. Très bien. Iris Guégan, je rappelle qu'il est journaliste, expert en développement local et puis enseignant, analyste politique également. Viennent partager donc ces bons moments de plaisir et d'échange avec nous. Et puis, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité donc d'intervenir dans tout ce qui se dit ici, même en direct, à travers le numéro qui est affiché. Vous pouvez envoyer uniquement, ne pouvez qu'envoyer que des messages WhatsApp à ce numéro. L'actualité, depuis quelques jours, c'est bien de l'autre côté du parti Les Démocrates. Vendredi dernier, les responsables du parti, sinon le parti Les Démocrates, a initié une loi spéciale d'amnistie qu'ils devront déposer donc au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, une loi qui fait susciter des discussions, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir quelles sont les chances de réussite de cette loi, existe-t-il de chances pour que cette loi prospère? C'est là la grande interrogation qu'on se pose aujourd'hui et ça fait d'ailleurs le premier sujet que nous allons aborder ce soir et tout de suite. Je me dirige vers Julio Tometti. Julio Tometti, oui, vous avez suivi l'actualité par rapport au parti Les Démocrates et surtout en ce qui concerne cette loi spéciale d'amnistie que le parti a initiée. Quelle lecture faites-vous en tout cas de tout ce qui se fait autour de la question? Oui, il faut dire que les députés membres du parti Les Démocrates ont voulu user en fait de leurs prérogatives en tant que parlementaire, et donc il est possible aux parlementaires de faire des propositions de loi, quelle que soit la nature. Donc c'est de leur plein droit. Donc il y a à avoir une question peut-être juridique et une autre purement politique. Du côté juridique, c'est quoi? C'est un mécanisme d'aménagement des peines. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la sphère juridique béninois, nous avons aujourd'hui, il y en avait deux depuis, nous avons un troisième aujourd'hui. Il y a la mesure d'amnistie, il y a la grâce présidentielle, et il y a un troisième mécanisme depuis environ 5-6 mois, la suspension des peines. Et donc, ce qui est du ressort des parlementaires, ce n'est que, en fait, la proposition de loi d'amnistie, puisque les deux autres relèvent des prérogatives du chef de l'État, à savoir la mesure de suspension des peines et la grâce présidentielle. Et donc, sur le plan politique, il y a donc, puisque, étant donné que ces députés sont minoritaires au Parlement, 28 sur les 108, ils vont devoir travailler à convaincre ou bien à allier à leur cause les députés de la mouvance. L'autre aspect à voir, c'est de dire quoi, qui aura, si éventuellement cela devait être porté, si cela devait aboutir, qui aura le bénéfice en fait de l'aboutissement, quand bien même il ne faut pas occulter en fait toute l'influence qu'a pu avoir le chef de l'État, parce qu'au final, c'est le chef de l'État qui promulgue la loi. Donc ça ne peut être fait qu'en toute intelligence. Donc je me dis, c'est pas si c'est un effet d'annonce, ou bien est-ce que les partis démocrates ont pris toutes les précautions, d'accord, auprès de leurs compères membres de la majorité, parce que j'estime qu'une question aussi sensible que celle-là, ce n'est pas au travers d'une conférence de presse. Très bien. Je continue de croire que ce n'est pas au travers d'une conférence de presse. Donc le fond peut être, peut avoir toutes les chances de prospérer, mais peut-être que la forme peut empêcher en fait que véritablement les discussions puissent aboutir en raison
de tumulte que nous avons eu ces derniers jours, depuis environ 2 semaines autour de la question, je me dis, est-ce que le volet politique a été bien mûri avant de se lancer dans cette aventure? Oui, Iris, votre lecture? Vous êtes tous savoir que pour le compte de cette nouvelle législature, on a eu la chance d'avoir cette opposition radicale à Patrice Talon, cette opposition siégée à l'hémicycle. Et justement, l'un des thèmes de campagne de ce parti, les démocrates, c'était d'initier une vote de loi d'amnistie pour ceux qui ont été condamnés. Je veux parler du professeur Aïvor et de Mme Rikia Madougou. Donc, pour moi, ce parti est en train de continuer dans une opération de charme. Parce qu'ils savent pertinemment que cette loi ne va pas prospérer. Parce qu'à l'hémicycle, ils font partie de cette minorité parlementaire et cette décision ne peut, avant que ça ne soit l'objet d'une conférence de presse, discuter avec les hommes de médias, ça doit faire une large concertation au sein des acteurs politiques, que ce soit de la mouvance présidentielle et de l'opposition, ce qui n'a pas été fait. Donc, ils ont préféré... Non, ils ont préféré... Cela n'a pas été fait et la conférence de presse a eu lieu au siège du parti. Le président Eric l'a dit que c'est une loi qui a été initiée par le Parti Les Démocrates. Donc, pour moi, ils sont en train de conduire ce navire de façon solitaire. Ils sont en train de montrer à leurs mandants qui sont sur le terrain que le message passé sur le terrain est en train d'être exécuté. Mais ils savent qu'au fond, avant que cela n'aboutisse, il faut l'adhésion de presque toute la classe politique, même du chef de l'État, pour que cela puisse aboutir. Mais on ne peut pas leur refuser. C'est de façon juridique, ils ont le droit d'initier cette loi. Oui, Francis Eloja-Tade, est-ce que nous pouvons dire, c'est d'ailleurs ça la grande question, les démocrates ont-ils pris les précautions qui s'imposent avant de se lancer dans cette proposition de loi, reconnaissant tout ce qu'il y a autour comme je dirais, disposition à prendre, adhésion, et puis aval de part et d'autre? Je crois évidemment qu'il faut qu'on passe à lui la démarche. Parce que c'est vrai que depuis la campagne, comme l'a dit Iris, ils ont martelé qu'une fois qu'ils seront au Parlement, ils feront en sorte que les personnalités qui ont été interpellées, qui ont été jugées, condamnées, qui sont dans l'univers carcéral, vont devoir bénéficier de leur liberté. C'est-à-dire, ils ont visé des personnalités telles que Joël Aïvor, telles que Rikia Madougou, et puis les aînés qui sont hors du territoire. Bon, je crois qu'il y a des éléments de langage. Quand j'ai suivi le vice-président des démocrates, l'honorable Nourenou Achade, puis c'est lui qui a porté la voix du parti, une conférence de presse. J'ai vu évidemment que du point de vue du langage, de la posture, il y a un peu comme une volonté de plier les chines pour négocier avec le chef de l'État qui est en exercice, afin qu'une solution politique soit trouvée au problème posé. Bon, maintenant, il faut avouer que du point de vue de l'élégance de la démarche, je n'ai pas vu une démarche à l'endroit des partis politiques qui siègent, dont les députés siègent au Parlement. Parce que j'ai eu l'opportunité d'animer un panel avec l'honorable Warden Aladati de l'Union progressive de renouveau, mais aussi avec le maire Rufino d'Almeida, qui est membre du bloc républicain. Et à ce panel était attendu aussi Nourenou Achade pour le compte des démocrates. Et j'étais le seul analyste qui avait été invité sur le plateau de l'OATB. Et nous devions à l'occasion échanger pour éclairer la lanterne des peuple béninois, puis permettre aux acteurs politiques, notamment aux gouvernants, de faire des choix judicieux et de prendre une décision en faveur de ceux qui sont visés par cette loi d'amnistie. Mais à écouter les représentants des différents partis qui étaient là, sur le panel, je n'ai pas le sentiment que des démarches aient été menées à leur endroit. Or, pour l'élégance du geste, il aurait fallu évidemment que
les démocrates qui comptent parmi eux des honorables, qui ont une longue expérience parlementaire. Et puis, écoutez, cette loi d'amnistie n'est pas une loi nouvelle. On a vu une loi d'amnistie votée en 2019 à l'issue de la fameuse crise consécutive à l'élection des députés. Donc, il y a une démarche à faire à l'endroit des députés UPR, à l'endroit du bureau politique du BR et des députés aussi. Il y a aussi une démarche à faire à l'endroit du chef de l'État, puisqu'il y a un cas de concertation entre les chefs d'État, anciens et en exercice, pour discuter des questions majeures de la vie nationale. Et je crois qu'une démarche aurait pu être engagée à l'endroit du président Patrice Talon pour voir dans quelle mesure on pourrait initier une telle loi. Même si la loi était déjà téléchargée, il faut donner l'impression que le travail n'a pas été fait pour voir à peu près quelles pourraient être les orientations que nous pourrons donner, qui pourraient donner à cette loi pour avoir l'onction nationale. Parce que c'est une loi d'amnistie, en fait, spéciale. Et pour une loi d'amnistie, vous avez vu qu'il y a eu un dialogue politique en 2019 pour que nous puissions aller au vote et à l'adoption de la loi d'amnistie qui a libéré ceux qui avaient été interpellés dans le cadre de la crise politique de 2019. Donc, je crois qu'il y a un petit problème là. Et le fait que tout soit déballé sur les réseaux sociaux, avant qu'on engage la débat, écoutez, on ne fait pas de la politique sur les réseaux sociaux. Je crois que les acteurs ils sont tous conscients que lorsque vous laissez filtrer les grandes informations, les grandes décisions, les grandes conclusions, avant d'aller vers ceux qui sont concernés par la prise de décision en faveur des personnalités qui seraient en train de passer des conditions carcérales exécrables, on a dit, ça je ne suis pas encore allé constater, mais il n'y a pas que les personnalités. Il y a bien d'autres détenus de droit public qui sont là gardés. Il y a pas mal d'étudiants qui ont été interpellés dans cette affaire parce qu'ils sont enrôlés dans la crise. Donc, je crois que c'est une loi assez sélective d'abord. Les chances que cette loi soit portée sont un peu faibles. Mais il faut, parce que c'est une décision nationale, le chef de l'État ne peut pas à lui seul prendre l'initiative d'une loi d'amnistie. Les parlementaires, d'accord, c'est pas ils sont 81 du camp de la mouvance, et puis il y a 28 pour l'opposition. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'en principe, dans la démarche pour l'élégance démocratique, les députés des démocrates, en fait, auraient pu faire la démarche vers le bureau directeur de l'UPR et vers le bureau directeur du bloc républicain pour avoir d'abord l'onction et avoir l'approbation de ces partis, parce qu'il s'agit d'une négociation nationale. À défaut d'avoir un dialogue politique, il faut déjà commencer par faire des concertations au niveau des partis politiques et des chapelles, des directions des chapelles, de sorte que quand cette loi sera introduite au Parlement, le débat soit facilité. Actuellement, je crois qu'ils sont en vacances parlementaires et quand le président de l'Assemblée sera saisi par... Parce que la loi a été introduite depuis le 16, la conférence de presse est intervenue, je crois, le 24, non ? Le 24. Et il y a eu trop de déballage, en fait, sur les réseaux sociaux. Quand vous dites tout ça avant d'aller voir le chef de l'État, c'est un peu comme si vous voulez soulever le peuple pour prendre le peuple à témoin avant que des négociations sérieuses ne se fassent. J'ai estimé que du point de vue de l'élégance du geste, il y a eu quelques ratés. Et ça, je qualifie ça de faute d'écolier qu'on pouvait éviter, parce que ce n'est pas de petits acteurs. Et évidemment, il faut avouer que le Bénin est un pays de consensus. Le Bénin a le mérite d'être un pays de consensus. Lorsque nous avons des crises, il nous arrive de trouver la formule idoine qui nous permet toutes les fois que le pays doit aller dans l'impasse, de sortir de l'impasse. Très bien. Donc, je souhaite vivement que, au-delà des conférences qui se tiennent sur les réseaux sociaux, qu'une démarche plus sérieuse. Je crois que Madougou ou Aïva savent bien la démarche qu'il faut adopter pour avoir gain de cause. On ne peut pas être encore en prison, condamné, il y a quand même une condamnation. S'il y a une condamnation, vous continuez à alimenter les réseaux sociaux depuis leur cellule. Je vois des mots, des communiqués, des soutiens, mais là c'est un peu comme si on continue de faire de la politique depuis la prison. Non, il faut quand même avoir une posture et aider ceux qui doivent prendre des décisions à s'assurer que c'est des acteurs politiques responsables
qui ont reconnu qu'à un moment donné, ils ont failli, parce que l'essentiel, c'est reconnaître ses fautes. Quand vous reconnaissez les fautes, le reste là, c'est encore jouable. Donc, il faut que la question soit bien posée. Quand vous posez une bonne question, vous aurez une bonne réponse. Par contre, si la question est biaisée, c'est pas évident que nous ayons la bonne réponse. Merci c'est en cela que sans être un conseil pour les démocrates, je suis pas leur avocat, mais je voudrais leur dire qu'ils peuvent reprendre encore la démarche, parce que tout ayant les raisons, si vous voulez voir le chef de l'État pour négocier avec lui sur ces questions, il le sait déjà. Je crois que le président Soglo a dit qu'il a fait trop de compromis, heureusement qu'il n'a pas dit qu'il a fait des compromissions. Merci, nous avons le temps de revenir sur la suite de votre développement, monsieur Attadé. Oui, Julio Tometti, mais visiblement, a-t-on mis la charrue avant les bœufs dans la démarche des démocrates? Oui, visiblement, on sent que les autres, je dirais ceux de la mouvance, n'ont pas été associés en politique. Et là, ce sont des vieux routiniers de la pratique parlementaire, même en politique. Ils savent ce qui doit être fait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a justifié cette maldonne, s'il faut le qualifier ici? Parce que visiblement, les partis de la mouvance, je veux dire, les députés de la mouvance, le bureau politique de la mouvance ne sont pas associés, ne sont pas informés et n'ont pas été en concertation, en fait. Oui, je dirais qu'ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs. Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé et j'ai l'impression que le Parti des démocrates, les parlementaires veulent se libérer d'une obligation de moyens. C'est-à-dire une obligation de moyens ou de campagne? Non, une obligation de moyens. D'accord. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le résultat qui est important. C'est-à-dire nous aurions démontré, d'accord, que conformément à nos thèmes de campagne auprès des électeurs, auprès du peuple béninois, nous étions engagés, d'accord, à tout faire pour faire libérer ces personnalités politiques. Nous avions fait ce qui est de notre pouvoir. Le résultat, ça ne nous concerne plus. C'est pourquoi je parlais, en fait, de se libérer d'une obligation de moyens. C'est-à-dire quoi? Demain, l'histoire retiendra que nous avions fait ce que nous avions promis, mais la volonté politique de l'autre côté a quelque peu manqué. Parce que je considère, comme l'a dit M. Attali tout à l'heure, que ceux qui sont ces membres du parti, au moins à 50%, sont quelque peu des gens très roués, ou bien les principaux responsables sont des gens très roués depuis au moins 15 ans, d'accord, dans la sphère politique nationale. Donc, au-delà même des questions juridiques, politiquement, ils savent sur quel levier appuyer pour obtenir tel ou tel résultat. Donc, ne pas le faire ou agir comme ils l'ont fait, cela démontre d'une certaine façon de l'intention, forcément, non pas d'aller au bout, en fait, de la démarche d'une certaine façon, mais en fait, de donner la preuve que l'on a fait ce que l'on pouvait. Et pour ne pas peut-être renchérir une certaine opinion, qui disent qu'en le faisant tel qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de les faire libérer? Parce que d'une certaine manière, politiquement, d'autres disent que ces personnalités dehors, c'est encore le retournement de la carte politique, notamment au niveau de l'opposition, qui va encore se jouer. Donc, certaines personnes se posent la question de savoir est-ce que les leaders politiques des démocrates aujourd'hui ont véritablement intérêt à ce que les choses, comment dire, que ces personnalités recouvrent la liberté. Parce que, comme nous le disions tantôt, vous ne pouvez pas prendre cette démarche-là telle, vous ne pouvez pas ignorer, vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas ignorer, en fait, de cette façon, les partis de la mouvance pour espérer aboutir aux résultats. Je le disais tantôt, comment dire, comment dire, à même supposer que la démarche puisse aboutir. On suppose même que la démarche a abouti. Qui aura le bénéfice, ou bien qui aura le leadership? Qui va se dire, c'est à cause de nous que ça a abouti? C'est-à-dire quoi? Les autres ne peuvent pas vous permettre de finir, d'avoir un résultat sur la base duquel vous allez vous gargariser après. Parce que si ça aboutit, selon la démarche qu'ils ont empruntée, ça veut dire que ce sont les démocrates, d'accord, qui ont tout fait pour faire libérer ces personnalités politiques. Or, politiquement, ce n'est pas bon pour les autres. Donc, cette posture affichée ne peut pas, déterminer d'une certaine façon les autres à pouvoir véritablement les accompagner. Encore que vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la mouvance présidentielle, j'ai l'impression que c'est très organisé. Donc, c'est pour ça que constater que depuis là, vous verrez rarement, en fait, des personnalités politiques de la mouvance sortir, dire quoi que ce soit par rapport à cette affaire-là. Donc, j'ai le sentiment que le chef de la majorité, qui est le chef de l'État, a su maîtriser, en fait, sa troupe de cette façon. C'est-à-dire que si on veut le résultat par rapport à ce que l'on veut par rapport à ces personnalités politiques, on sait, je continue de croire,
que les gens savent ce qu'ils font. Et ce qu'ils sont en train de faire est complètement en déphasage si véritablement l'objectif c'est de faire libérer mais ces personnes. le silence de la mouvance présidentielle devrait normalement interroger, sinon inquiéter même les démocrates dans leur démarche aujourd'hui. Parce que depuis quelque temps, ils animent, ça passe, animation de la vie politique. Est-ce que ce silence devrait les inquiéter? Vous ne pensez Non, pas? aujourd'hui, il faut remarquer que, comme je disais, il y a une sorte de discipline de groupe que nous avons déjà même observé depuis la mandature, la 8e mandature. Ça continue. Et jusque-là, vous constaterez, en fait, les députés de la mouvance, ou bien la mouvance, n'a pas fondamentalement été interpellée. Ce qui est interpellé, les récriminations sont portées vers les conditions carcérales, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, d'une certaine façon, qui ne ferait pas son travail ou bien qui est en train de travailler à rendre les conditions carcérales plus exécrables pour ces personnalités-là. Si nous nous en tenons à ce qui se dit, en fait, ces derniers jours. Donc, les personnalités politiques jusque-là n'ont pas été interpellés, n'ont pas été indexés par quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui justifierait donc, d'accord, que ceux-là montent au créneau pour apporter tel ou tel? Parce que l'administration fonctionne, donc l'appareil judiciaire fonctionne. S'il y a des éléments de réponse à donner à la date d'aujourd'hui, ça ne revient que l'appareil judiciaire pour donner ces genres de réponses. Mais ce n'est pas encore politique, en fait, ces matières-là. Parce que peut-être ça va devenir politique lorsque, au retour de la vacance, comment dire, parlementaire, les choses, conformément au règlement intérieur, ne se seraient pas passées telles que ça devrait se passer dans le cadre d'une proposition de loi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il veut beaucoup plus le côté juridique. C'est pourquoi, en fait, c'est du formalisme de mon point de vue pour dire, nous avons introduit une proposition de loi pour voir quelle est l'attitude, d'accord, du bureau du Parlement par rapport à cette proposition de loi qui a été introduite pour peut-être prendre appui sur éventuellement les choses qui n'auraient pas marché conformément au règlement intérieur. Donc je dis, nous sommes purement dans le formalisme, alors que cette matière, c'est une matière purement politique. Je suis de ceux qui pensent que, quoi qu'on puisse dire, en termes de terminologie, ces prisonniers dont nous parlons, ce sont des prisonniers politiques. Quand on dit que c'est des prisonniers politiques, ça ne veut pas dire que le côté juridique, c'est à partir des prisonniers qui ont été pris pour des faits politiques. Ce ne sont pas des délinquants de droit commun d'une certaine façon. Et donc, les solutions restent des solutions politiques. Encore que l'administration, l'appareil judiciaire a fini de faire son travail et qui a abouti juste à une condamnation. Donc, tout ce qui reste est purement politique. Toutes les mesures, vous allez voir, toutes les autres mesures d'aménagement des peines, les trois que nous avons citées tantôt, reste du ressort exclusivement des politiques, du chef de l'État et du Parlement. Très bien. Oui, Eric? Oui, les démocrates sont dans une démarche. Et cette démarche, c'est brandi Joël Aïvo et Eric Amadou comme un trophée. Parce que en procédant ainsi, en organisant une conférence de presse, attendez, une conférence de presse, c'est donner la matière aux organes de traiter l'information et de servir. En principe, après consultation. Après consultation. Oui, le lecteur, vous sortez le consensus, voilà. Vous servez au public, c'est ça? Vous servez des informations au public. Or, ici, c'est un dossier très sensible. C'est des personnes déjà condamnées. Et ils prennent ces personnes politiques condamnées comme des trophées, je l'ai dit, parce que en procédant ainsi, ils croient piéger la majorité présidentielle. Parce que lorsqu'ils vont introduire cette loi, certainement les autres, compte tenu de nos consensus, comme il n'y a pas eu concertation, les autres diront que cette loi ne va pas passer. Et ainsi, ils diront, c'est eux-mêmes qui diront après, on voulait le faire, mais ceux qui sont en face de nous ne sont pas prêts à nous accompagner dans cette démarche. Et cette démarche, ce n'est pas une très bonne démarche. Ils connaissent les rouages. Parmi eux, il y a des gens qui capitalisent plus de 2 décennies sur la scène politique. Et ils savent les couloirs qu'il faut emprunter. Ils savent quel chemin emprunter pour pouvoir avoir gain de cause. Donc, la libération de ces personnes politiques ne relève plus du côté juridique, mais c'est beaucoup plus politique. Et ils doivent surfer sur ça et avoir une démarche plus conciliatrice envers le camp d'en face pour que cela puisse se faire de façon
très élégante, comme l'a dit le doyen Attali. Voilà une question que Julio a posée tout à l'heure. À qui profiterait cette loi au cas où elle passait? Cette loi, à qui cela profiterait? Qui en serait responsable, le gagnant ou celui qui l'aurait brandi? C'est justement les démocrates. Si cette loi passait et que la loi d'amnistie est votée par les députés, ils diront que c'est eux qui sont à l'initiative de cette loi, et que si ces personnages ont recouvré leur liberté, que c'est grâce à eux. Et nous sommes en politique, on n'est pas à l'église, on n'est pas dans une chapelle où on se dit la vérité. C'est un jeu où chacun cherche à prendre le dessus sur l'autre camp. Donc les autres aussi vont chercher toutes les stratégies, les méthodes pour contrecarrer. Mais ici, le Bénin, on doit regarder le Bénin, on doit regarder le consensus, parce que chaque fois, l'histoire du Bénin nous renseigne que chaque fois que ses fils et ses filles se retrouvent au pied du mur, on a toujours trouvé une solution à la béninoise pour pouvoir surpasser ces petits problèmes. Je crois que la libération de ces personnages politiques est du ressort du politique, et on doit tout faire pour avoir une posture de quelqu'un qui demande envers le chef de l'État. Il ne faut pas tout mettre sur la place publique. Et comme l'a dit le doyen Attali, vous avez déjà tout dit sur la place publique. Vous avez dit que c'est Talon, que c'est le président Talon qui empêche, que c'est lui qui les a condamnés. Non, ils n'ont pas encore dit que c'est lui qui empêche. Ils n'ont pas encore dit. Ils ne se sont pas encore prononcés, juste dans la logique d'étudier cette proposition de loi. Ils n'ont pas encore dit jusque-là. Ok. Donc nous attendons que cette loi puisse prospérer pour pouvoir aviser. Très bien. Oui, Francis Lejactadé, est-ce que, l'autre question qu'on se pose, voilà, tout est mélangé entre griffes, mais est-ce que vous voyez la mouvance aujourd'hui, peut-être au-delà de tout, s'asseoir, écouter, faire échanger, aller à un consensus avec les démocrates à la date d'aujourd'hui, telles que les choses se présentent aujourd'hui? Vous maîtrisez autant que moi les arcanes, en fait, de la politique et du pouvoir. Vous savez qu'en politique, il faut avoir du flair. Et puis, je crois qu'ils ont manqué un peu du flair. Et vous savez évidemment que la loi peut être introduite en plénière. En fait, le président de l'Assemblée va saisir la commission des lois, et après ça, la commission va faire son travail, ça va venir en plénière pour débat et adoption. Et là, à l'occasion, en l'état, ça ne peut pas être adopté. Vous savez pourquoi? Mais ça va venir en plénière, certes. Mais il n'y a que les 81 députés qui sont de la mouvance ne sont pas convaincus. Et ils ont vu qu'entre-temps, les démocrates ont boycotté en fait le dialogue politique qui a accouché d'une loi d'amnistie. Donc ils seront rattrapés évidemment par le bégaiement historique. Bon, je ne veux pas en fait leur faire le procès d'avoir émis leur avis, mais il n'y a qu'une démarche en démocratie, parce que là, on a voulu donner un vernis politique à une question pénale. Vous savez évidemment que l'article 34 de la Constitution est assez clair, que tout citoyen béninois a le devoir sacré de respecter la Constitution, de respecter l'ordre constitutionnel établi, de respecter les lois et règlements qui sont en vigueur dans notre pays. Alors si quelqu'un en vient à poser des actes, et ces actes sont qualifiés d'attentatoires à la paix, à la sûreté de l'État, et qu'il tombe dans les mailles de la justice, et qu'après un procès équitable, il écope d'une condamnation, ça, écoutez, il y a quand même une démarche qui peut se mener, et cette démarche n'est que la démarche politique. Parce que ça, c'est une négociation de couloir pour pouvoir avoir l'avis motivé des décideurs sur les possibilités d'offrir des facilités de sortie à ceux qui sont tombés dans les bails de la justice et qui ont dans leur dos plusieurs procès. Parce que là, pour arrêter les poursuites, c'est le ressort en fait du chef de l'État. Pour avoir une grâce présidentielle, c'est le ressort du chef de l'État. Pour avoir une loi d'amnistie, il faut qu'il y ait un consensus national qui se dégage. Donc au niveau de la représentation nationale, il faut évidemment que tout le monde soit convaincu que nous pourrons aller à ce rythme. Mais je crois que Tombeti, n'est-ce pas, a bien fait de soulever une question en filigrane que j'aimerais qu'on développe un peu. Vous savez, la démarche des démocrates laisse croire qu'en fait, ils ne veulent pas forcément un résultat. Ils veulent prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Parce qu'il y a eu des conclusions d'un groupe de travail de l'ONU sur la détention de Aïvo et de Madougou. Et ils veulent que ce soit pas objet d'injonction au gouvernement pour qu'on puisse libérer
sans condition ceux qui sont supposés être des détenus politiques. Mais en prenant l'option d'aller publier sur les réseaux sociaux la loi d'amnistie, d'aller incriminer par exemple la gouvernance qui est en cours, il y a un peu comme de faux pas qui ont été faits et ce n'est pas de nature à faciliter les négociations. Donc je crois que connaissant Elie Ondete, vous savez qu'il y a encore quelques années, il était membre de l'Union Fait la Nation. Et en tant que l'Union Fait la Nation est rentrée dans une plateforme des forces démocratiques pour les élections crédibles et transparentes. J'étais le rapporteur. J'ai aussi eu l'opportunité de militer dans le cadre de la création du Fonds citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Je sais plus ou moins ce que nous avions vécu sur ce terrain. Nous avons combattu, ce n'est pas des hommes neufs en fait. Aujourd'hui, il se retrouve être opposant, mais il avait combattu Yahi comme nous, entre-temps. Bon, en fait, pas Yahi, il a combattu la gouvernance Yahi. Alors aujourd'hui, s'il y a de petits problèmes, ils sont conscients qu'il y a eu d'autres travaux parce que, écoutez, à Nouvelle-Année, c'est un 25 décembre qu'on a pris à table. Hein, vous avez encore souvenance. Bon, il y a eu d'autres sous Soglo. On a dit qu'il faut rendre gorge parce que Maïta Parakou, quand il y a eu les élections de masse, en 91, hein, on nous a fouetté là-bas. Là, bon, des gens sont venus avec des camions de lanières, tout ça. Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de citoyens du Nord qui ont été pris. Non, je parle de... Bon, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut restituer les faits. À chaque fois qu'il y a une gouvernance, il y a eu de petits problèmes, des crises en fait, qui tendent à défier l'ordre national, l'ordre établi. Et il faut forcément qu'il y ait un consensus qui se dégage. Le consensus en fait suppose que les acteurs, les démocrates, qui connaissent mieux Talon que vous et moi, qui connaissent mieux Ordan Ladati, qui connaissent mieux Djogbenou que vous et moi, et qui ont des liens, parce qu'après tout, moi je les ai vus, j'ai vu beaucoup d'entre eux qui sont opposants, mais qui s'embrassent. Voilà, drôle de façon d'être opposants. Donc, ceux-là peuvent échanger, communiquer. Rekia Madougou, par exemple, a été quelque chose dans le dispositif du chef de l'État actuel. Vous savez, elle a fait la médiation entre-temps qu'il y avait des crises entre le chef de l'État, Talon et Boni Yahi. Donc, elle sait sur quel filet jouer pour avoir des résultats. Donc, je trouve qu'en fait, dans la démarche, c'est vrai, ils ont adopté une loi spéciale, mais est-ce que Rekia Madougou et Joël Aïvo n'ont pas maintenant une onction particulière? Parce qu'en sortant de la prison, est-ce qu'ils ne vont pas faire ombrage aux démocrates qui sont là sur le terrain actuel? Est-ce que les démocrates, dans ces conditions, ont-ils intérêt à ce que la loi prospère eux-mêmes? En fait, toute la question est là. Bon, comme nous avions dit, montons à la face du monde que nous sommes de bonne foi, quitte à faire de sorte que cette loi ne prospère jamais, afin que cela sorte, parce qu'ils sortaient, ils vont nous ravir la vedette et l'opposition va se constituer autour de ces fois. Est-ce qu'on n'est pas en train de les prêter des intentions? Non, écoutez, c'est des analyses. C'est des analyses, okay. Mais eux aussi, en posant une acte, de savoir qu'on peut analyser, aller au-delà. Il faut lire non seulement entre les mots, derrière les mots, et même les intentions de ceux qui posent l'acte. Ils n'ont peut-être pas vu loin, parce que s'ils avaient vu loin, ils auraient commencé par négocier d'abord avant d'aller au téléchargement de la loi. Parce qu'ils ont beaucoup d'amis, ils ont travaillé avec tout cela. Donc, je crois qu'il faut que nous fassions jouer la règle de l'amitié, la règle du respect des tests. Ce que nous faisons aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas le gouvernement de Talon, non. C'est les lois de la République. Et à un moment donné, je crois que la justice a rendu une décision. Maintenant que le chef d'État a la possibilité de gracier, il faut négocier avec le bouquet gracié. Maintenant, si on veut aller à l'amnistie, il faut, à défaut d'avoir le dialogue politique national, il faut aller dans un pourparler des concertations avec les autres partis qui sont représentés au plan national, afin que le consensus soit dégagé à ce niveau avant que la loi ne soit introduite au Parlement. Donc, j'ai estimé qu'il y a eu quelques petites fausses notes, mais qui sont corrigibles. Très bien. Oui, corrigibles dans le sens où, aujourd'hui, Julio Tometi, la même question, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est possible qu'il y ait une négociation entre les démocrates et les députés de la mouvance pour que ce consensus soit dégagé? Je n'ose pas aller au niveau du chef de l'État, mais d'abord, je pense que tout reste possible. Tout reste possible, parce que je suis de ceux qui pensent que le destin de ce pays ne se limite pas aux acteurs politiques, aux membres de l'Assemblée nationale et au gouvernement. Mais dans ce débat-là, il y a lieu d'avoir les yeux et les oreilles attentifs pour en fait la population. Pour se demander aujourd'hui, c'est mon adresse
envers les acteurs politiques, que veut fondamentalement le peuple par rapport, quelle est la position du peuple fondamentalement par rapport à ce sujet-là. Vous savez, le peuple béninois n'est pas un peuple vindicatif. Quel que soit ce que vous auriez fait, si les gens dans ce pays, à un moment donné, ont encensé Mathieu Kékou, on dit, Boniyaï, au secours, il y a quelques années, vous devez comprendre que ce peuple n'est pas un peuple vindicatif, c'est un peuple qui sait pardonner. C'est un peuple qui sait, à un moment donné, s'entendre autour du minimum. Donc, demandons-nous aujourd'hui quelles sont les aspirations profondes du peuple béninois par rapport à cette question, à la libération des détenus politiques et aux exilés. Et ça pourra nous permettre, en fait, ça pourra permettre aux acteurs politiques de mieux prendre le pôle et de se mettre dans les prédispositions qui permettent d'aller les uns vers les autres pour que le consensus qu'ils auront pu trouver soit en adéquation avec les populations, avec les aspirations du peuple qu'ils sont censés représenter de cette façon. Donc, c'est ce que je voudrais dire, parce que comme pour moi en tout cas, je pense qu'il y a lieu fondamentalement pour que cette affaire véritablement trouve une solution le mieux pour tout le monde. Nous avons dit tantôt, la page judiciaire a fini de faire son travail. Ce qui reste maintenant, c'est purement politique. Et les acteurs politiques détiennent aujourd'hui la carte pour les intérêts, soit de X ou bien de Y, mais en voyant cela, voyons d'une certaine manière ce qu'on l'on ferait pour être en harmonie, d'accord, avec le peuple que nous représentons. C'est ce qui est essentiel pour moi, au-delà des questions de formalisme, de démarche. Très bien. Oui, Iris, pour finir avec la question. Ce consensus entre Béninois est possible, mais il faut que les démarches soient respectées. Aujourd'hui, on n'a pas intérêt que le professeur Aïvo, Madame Rikia Madougou reste dans les liens reste en prison. Personne n'a intérêt à les voir là-bas. Mais il faut juste d'emprunter les chemins qu'il faut. On a été surpris de voir l'honorable Oden avec sur le même plateau que M. Attadé dit que Mme Rikia Madougou est son amie. Qu'à un certain moment, à une certaine période, ils ont eu à travailler ensemble. C'est dit que le Bénin, c'est pour nous, nous sommes les mêmes et c'est possible de trouver une solution à la béninoise pour que ces personnes détenues en prison puissent recouvrer leur liberté pour le bonheur de leur petite famille, pour que ensemble, comme l'allégorie du roi Guézo, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons penser au développement de ce pays et en ça, je sais que le génie béninois saura nous parler pour que les solutions idoines puissent être trouvées. Les téléspectateurs, nous rappelons, peuvent toujours participer à ce débat à travers les messages WhatsApp qu'ils peuvent envoyer au numéro qui est affiché. Votre conclusion, monsieur, en 30 secondes? Il y a encore quelques mois, on a vu des détenus qui sont sortis. Rappelez-vous que Alessandre Ontongi, ancien conseiller spécial du président Boni Yahi à la politique, au même titre qu'Amos Elegbe. Vous avez vu Ali Woudou, vous avez vu... oui, bon, en fait, non, je vais citer d'abord ceux qu'on pourrait appeler personnalités. Il y a Joseph Tameyon. Joseph Tameyon. Dites-toi pas de personnalité, il faut quand même mettre ça sur le Donc, vous avez vu Joseph Tabeyon, vous avez vu Alessandre Moutongi. Vous avez suivi un peu ce qu'ils avaient dit? Ah non, s'ils avaient interrogé un peu, j'ai suivi de près, et à travers les réseaux sociaux même, toutes leurs déclarations. C'était tellement grave, pourtant. Je crois qu'ils ont retrouvé la liberté, même si elle est conditionnelle. Vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une dame qui est à Paris, Fatma Amadou Djibril. Elle est vraiment télégénique, elle est très belle. Quand je la vois en tant que ministre de l'Agriculture, j'aimais bien la suivre. Mais quand je l'ai écoutée à Paris, elle dit de lever les fonds pour qu'on vienne chasser le pantalon du pouvoir, et tout comme ça, c'est des propos attentatoires à la paix. Bon, mais il faut que le chef de l'État, en tant que père de toutes les filles et de tous les fils, se mettre au-dessus de la mêlée et il cherche par lui-même les voies et moyens idoines pour gracier. Moi, je ne parle pas d'amnistie, il faut qu'il accorde la grâce présidentielle pour qu'on sache que c'est de son ressort. Parce que l'amnistie, ça ne va pas venir tout de suite. C'est difficile d'avoir l'adhésion populaire autour de cette loi parce que chacun aurait voulu mettre quand même ne serait-ce qu'une phrase dans cette loi. Or, s'ils avaient pris des contacts préalables et qu'ils avaient des concertations préalables, je crois que la loi aurait reçu l'onction populaire avant
qu'elle soit exposée sur les réseaux sociaux et introduite au Parlement. Très bien. Nous avons intérêt à ce que notre pays ne soit pas dans la dynamique de créer des clivages, mais nous sommes dans la dynamique d'unir les filles et les fils autour du Bénin, le bien commun que nous avons, afin que nous puissions faire la marche ensemble. Nous n'allons pas promouvoir une démocratie d'exclusion. C'est une démocratie qui doit générer le bien-être pour tous à travers les progrès économiques. Et par le progrès économique, vous avez dit que le Bénin est passé à B+, avec une stabilité. Justement, nous y restons avec vous par rapport à cette question. Oui, B+, avec perspective stable, c'est bien. La notation qui a été attribuée au Bénin par l'Agence internationale de notation financière, Fitch, cette agence qui décerne, satisfait à la dynamique de croissance, une dynamique de croissance forte enregistrée par le Bénin et qui se poursuit d'ailleurs, et malgré les effets qu'engendrent les différentes crises connues par le pays. Mais, M. Attali, votre analyse par rapport à cette annotation, êtes-vous fier d'entendre ces annotations, de recevoir cette annotation, parce que vous êtes... Mais c'est le contraire qui vous est surpris, parce que si on vous dit que vous êtes beau, vous êtes élégant, et que vous mettez à pleurer, ben ça doit étonner. Ça veut dire que vous ne comprenez pas les sens. Ah mais oui, ça veut dire évidemment que c'est des efforts en fait, qui sont salués. Pas des institutions, des agences qui se chargent de noter en fait, les performances économiques des pays africains et même au-delà. Vous aviez, en examinant la dynamique économique au Bénin, on peut se rendre compte que le taux de croissance peine à dépasser les 6%. Mais depuis un moment, nous avions commencé par faire des efforts à travers les réformes économiques, les réformes politiques, les réformes institutionnelles, qui ont permis d'introduire des mesures disciplinaires afin d'avoir des résultats probants, résultats intéressants, au point que les clientèles aujourd'hui sont rassurants. Nous faisons de petits pas dans la bonne direction. Donc, nous sommes passés de B2 à B1, et je crois que c'est parce qu'il y a plusieurs agences qui ont noté, nous sommes à B+. Avant, c'était B+, toujours, mais avec des perspectives. Maintenant, il y a la stabilité qui veut s'ajouter. Parce qu'on sent évidemment que nous voulons consolider le budget, et les ressources financières ne sont pas affectées par les nombreuses crises, notamment les crises économiques, crises financières, crises écologiques, crises sanitaires, et les effets collatéraux de la guerre russo-ukrainienne. Vous savez qu'à l'international, aujourd'hui, toutes les économies ont été secouées, mais le Bénin a eu une résilience, en fait. C'est la résilience du Bénin face aux différents chocs externes qui sont salués. Nous avions gardé de très bonnes performances, ce qui rassure du bon pilotage des réformes économiques par le gouvernement Talon. Donc ça positionne le Bénin comme un des pays leaders. Je crois qu'il y a d'autres avantages. Parce que quand vous passez à ce stade, au niveau des institutions financières internationales, vous avez des crédits plus faciles avec des facilitations. Je crois que le Bénin peut s'assurer que dans le cadre de son PAG, il pourra avoir l'assistance nécessaire, l'accompagnement nécessaire, les investissements directs nécessaires pour réaliser les grands projets, programmes qui sont dans le PAG 2. Qui sont conçus pour faire du Bénin, pour révéler le Bénin aux Béninois, mais aussi aux étrangers. Donc, on peut dire, d'ores à dire que la gouvernance Talon est saluée et que le ministre des Finances, Wadaï, doit se réjouir, mais il ne faut pas qu'il se complaise. Il faut qu'il garde le cap, il maintienne le cap. Et pour que les réformes, parce qu'en fait, nous sommes dans la dynamique de la transformation structurelle. Ça prend en compte aussi l'agriculture, parce que les performances, si. Donc, je crois que nous sommes dans la dynamique de la transformation structurelle de notre économie, et nous sommes en train d'engager, je crois, des dépenses plus assainies, parce qu'aujourd'hui, les finances publiques sont mieux assainies. Merci. Et si on a pu être... Parce que vous savez, c'est sur la base des agrégats économiques qu'on peut passer d'un rang à un autre. Absolument. C'est sûr que M. Francis Attali aura un second tour de parole. Mais je suis un historien d'économie aussi. Oui, il faut dire que c'est une très bonne nouvelle. Déjà en 2022, on était déjà à ce niveau du côté de B+.
Et il faut dire que notre pays a l'une des croissances économiques les plus fortes de l'Afrique subsaharienne. Déjà en 2020, on tournait autour de 3,9%. En 2021, on a connu un pic et qui a tutoyé les 7%, 7,2%. En 2022, 5,7%. Et les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, vous savez que ces techniciens sont pointueux. Et avant de noter, c'est sur des critères précis. Et évalue déjà que en 2023, lors du premier trimestre, que le Bénin va tourner autour de 6,2. Et cela montre, vous avez dit, toutes les actions qui ont été menées sur le plan économique. Avant, on parlait de la désarticulation des secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un arrimage, un lien entre les différents secteurs d'activité. Il faut aussi dire que le cadre budgétaire aujourd'hui est sain. Avec un déficit modéré et un endettement qui est aussi modéré. Et quand vous voyez la qualité des fondamentaux économiques dans un contexte macroéconomique global, on sent que le Bénin fait des efforts. Les réformes aujourd'hui sont en train de porter. Et avec les chocs, on a parlé de la crise russo-ukrainienne. L'année passée, le Bénin faisait face à la crise sanitaire de Covid. Dans tout ça, on a vu ce gouvernement qui a pris des mesures pour pouvoir atténuer certains chocs. Je vais parler de l'inflation où le gouvernement a financé, a fait des subventions pour pouvoir atténuer, pour que la population puisse, sur le marché, à un coût réduit, avoir accès à ces produits. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays qui est respecté. Il y a des pays en Afrique qui ont eu la plus mauvaise note. Il y a des pays qui ont eu C+, et qui prouvent qu'en termes d'économie, ils sont en chute libre, mais le Bénin est noté B+. Cela montre que nous avons des perspectives louables, l'économie est stable, et c'est à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon et du ministre des Finances, le ministre Wadaï. On ne le dira pas suffisamment assez, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, Julien. C'est tous les départements ministériels qui sont de coordination. La coordination. Oui. Vous saluerez par exemple le ministre d'État au niveau de l'agriculture. Beaucoup de choses ont été en train de faire. Aujourd'hui, je n'arrachais pas ainsi la parole à Iris, c'est juste pour dire en fait que moi je suis pas économiste, mais ce que je note en fait quand on parle de B+, peut-être que ça échappe à beaucoup de personnes peut-être comme moi, mais je vois que la notation ça part de E à A+. Ça part de E à A+. Et après B+, là, vous n'avez que les A, que les 3 A. C'est-à-dire qu'en termes de perspective, nous sommes en termes de, d'appréciation, ça fait une appréciation très bien. Très bien. C'est-à-dire, l'échelle, c'est de échec, passable, bien, très bien, jusqu'à excellent. Donc, ce qui reste, les A, ce sont les excellents, les B, ce sont les plus, mais avec, en fait, certaines catégorisations. Donc, pour dire, comme l'a rappelé en termes de chiffres, M. Attard et tout à l'heure, que nous avons de très belles perspectives. Il y a, qu'on a travaillé à se mettre, en fait, au niveau des standards internationaux, pour que tout ce que nous fassions, nous le faisions en regardant, en fait, les signaux de cette manière, pour voir que est-ce que nous ne déraillons pas du point de vue économique. Et c'est ça qui, quelque peu, renforce, en fait, la gouvernance, donne plus de confiance en fait aux gouvernants et faire constater en fait des éléments de satisfaction aux populations sur bien de plans de certaine façon. Parce que moi je suis de ceux qui pensaient en fait quand on évoque les chiffres économiques, les questions de croissance, ça m'a l'air tellement ambigu, je dis mais comme beaucoup peuvent le dire, mais on ne sent pas, on ne sent pas ces chiffres-là, l'augmentation de la croissance, de tout, on ne sent pas ça dans nos assiettes, dans nos quotidiens. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que véritablement, même si on ne le sent pas tellement dans nos assiettes, ou bien quand on le sent moins dans nos assiettes, on le sent dans nos quotidiens. Par exemple, c'est pourquoi je disais le satisfait n'était pas comme une des finances,
J'ai vu le ministre de l'eau et des mines la dernière fois. À la tribune des Nations Unies. À la tribune des Nations Unies. Exactement. C'est exceptionnel, en fait. Tout ce qui se fait par rapport à l'accès à l'eau, si vous venez au niveau de l'accès à l'éducation, tout ce qui se fait. Donc, il y a essentiellement beaucoup de choses de fond, comme je disais tantôt, pour se mettre au niveau des standards internationaux, quel que soit le domaine. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on a l'impression, de quoi j'ai l'habitude de dire, moi, simplement qu'on a l'impression que le pays est gouverné, mais en tenant des objectifs. C'est-à-dire quoi? On ne se lève pas le matin pour dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Et beaucoup l'ont noté. Quand, au début de la rupture 2016 à 2017, allant même 2018, on se dit, mais qu'est-ce que les gens là sont en train de faire? Parce qu'on ne voit rien. On s'interrogeait. On disait que c'est la politique de maquette, on nous parle des perspectives, mais on ne voit rien. Et il a fallu la fin 2018-2019 que nous commencions par voir un peu, et aujourd'hui, ça renforce la conviction de ce que véritablement, ce qui se passe, au sommet de l'État. Il y a une très belle vision, en fait, en termes de gouvernance. Et lorsque ça s'arrive avec, comme je le disais tantôt, les standards internationaux, vous avez le respect des autres, et vous avez des ouvertures économiques. Même vos entreprises ont des ouvertures parce que vous êtes, comme je le dis en matière économique, vous êtes cotés, vos entreprises sont cotées, vos compatriotes sont cotés, et ça ne va que du bonheur du citoyen béninois. Très bien. En 30 secondes. Oui, je crois que c'est l'expression de la meilleure gestion de l'assiette de la dette. Mais aussi, il faut dire évidemment que j'avais connu des périodes où il y a eu l'effondrement, en fait. Le déficit budgétaire était si fort que le Bénin avait du mal à payer le salaire. Mais cette fois-ci, il faut dire que depuis que le chef d'État Talon est là, nous avions gardé le cap. Et en dépit de la crise sanitaire Covid-19 et de la guerre, les effets collatéraux de la guerre russo-ukrainienne, la riposte du gouvernement a permis de ne pas mettre en mal les ressources à l'intérieur, parce que si les ressources étaient mises en mal, ça aurait impacté durablement, difficilement le panier de la ménagère. Donc on retient évidemment que le Bénin se repositionne comme un pays à respecter, un pays avec des performances économiques saluées à l'international, et nous devons maintenir le cap. Le cap, oui. Nous devons maintenir le cap. C'est vrai, ces actions mettent le Bénin sur orbite, et il est impératif que ces acquis soit consolidé. Il n'est pas bien qu'on puisse retourner en arrière. Donc c'est important que le cap soit effectivement maintenu. Très bien. Julio Tometi? Non, tout est dit. Les Béninois comme moi attendent de le ressentir suffisamment. Le cap est maintenu, comme vous le dites. Dans les assiettes? Voilà. Les salaires sont... Pardon, merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin le grand soir de ce jour. Une minute pour partager quelques messages. Il y a notre ami Robert Kwawakenou depuis Bazumpa, dans la commune de Ouida, qui écrit bonsoir Télévision, j'ai beaucoup d'intérêt à vous suivre tous les soirs pour le sujet des démocrates et s'ils vont à la négociation avec le chef de l'État en place, avec l'État en place. Parce que moi, je vois qu'au lieu de demander la libération, ils demandent la condition des détenus politiques, alors qu'il y a des détenus qui sont des hommes comme les politiciens dans nos prisons qui subissent les mêmes conditions. Les démocrates doivent aller à la table de négociation pour pouvoir faire libérer les militants en prison. Il faut qu'ils se rappellent aussi des autres prisonniers. Je vous remercie. C'est de Robert Kwawakenou depuis Bazumpa. Un autre message de notre ami, lui, il n'a pas signé. Il dit, mais pourquoi les mêmes sons de cloche sur le plateau? Voilà. Et c'est parfait. Convergence de point de vue. Merci. Merci à vous, Julio Tometi, juriste, analyste politique. Et merci également à vous, Iris Wegan, journaliste, expert en développement local, analyste politique, enseignant. Et puis merci également à vous, M. Francis Lojatadé, expert électoral, expert en communication, analyste politique. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le grand soir de ce lundi 27 mars 2023. Nous allons nous donner un autre rendez-vous demain, dès qu'il sonnera 18h30 minutes. Merci de nous suivre également sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook Télé en direct, notre compte Twitter Télé Live, notre chaîne YouTube Télé Bénin et en direct via notre application en Android, iOS. Merci pour votre aimable attention. Très bonne journée.